Merci pour votre présence et puis l'intérêt que vous portez sur le sujet. Je tiens à remercier également, Sandrine, Business France, sera notre intervenante cet après-midi, donc pour parler de l'écosystème cyber. Je vais vous la présenter un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Un petit rappel sur le déroulement du webinaire. On ne va pas attendre la fin pour les questions-réponses. N'hésitez pas à rebondir sur les propos de Sandrine pour poser vos questions ou pour partager votre expérience, partager certaines problématiques. Moi, j'aime bien que les webinaires ne soient pas trop descendants et puis soient plutôt interactifs, des sortes de tables rondes où chacun peut échanger, faire part de son expérience. Ça rend le webinaire déjà beaucoup plus dynamique et puis beaucoup plus riche pour chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à prendre la parole. Certains d'entre vous avaient demandé lors de l'inscription, avaient sollicité un entretien B2B avec Sandrine et puis le chargé d'affaires de BCI. Donc Nicolas Plantis est parti pour de nouvelles aventures et n'est plus dans l'équipe BCI. Il a été remplacé lundi dernier par David Dutertre, qui se tient à votre disposition donc pour faire un échange visio avec vous et Sandrine si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à m'en faire la demande par mail et puis on organisera ça dans les prochains jours. C'est très facile. Je ne vais pas m'attarder, moi, sur la présentation de BCI parce que vous nous connaissez tous déjà pour la plupart. Je vais vous présenter Sandrine Supek. J'espère que je prononce bien, Sandrine. Je t'appelle toujours par ton Oui, prénom, non, donc non, tout à fait. pardonne-moi si la prononciation de ton nom n'est pas correcte. Donc, Sandrine est chargée d'affaires tech et services en Suède. Et on a déjà travaillé beaucoup sur la cyber avec Sandrine. Elle a vraiment une expertise et connaît bien le terrain de ce marché-là. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, pour ton travail et puis toutes les lumières que tu vas éclairer chez nous à propos du marché cyber dans les pays nordiques. Donc, on va faire un état des lieux bref sur l'écosystème, hein. On va replanter le décor de manière générale. On va vous donner quelques données clés sur le marché, évidemment, vous parler des dernières tendances, qui sont les majors, privés et publics du marché cyber et puis on va parler évidemment, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse, des opportunités business et on va essayer de lister, même si ce ne sera pas exhaustif évidemment, les besoins locaux et puis un petit tips sur les bonnes pratiques des affaires parce que c'est toujours, indispensable et puis, en l'occurrence, on ne traite pas les affaires, en Suède ou dans d'autres pays nordiques comme on le fait en France ou avec d'autres marchés. Donc c'est important de faire ce petit focus. Voilà le programme de cet après-midi. Donc, comme je l'ai dit, BCI, je ne m'attarde pas. On est une asso soutenue par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne. On a plus de 1000 adhérents. Si vous n'êtes pas encore adhérent, c'est le moment de le devenir. Vous avez accès, bien sûr, à beaucoup de services gratuit de BCI, service payant lorsque l'on sous-traite à nos prestataires agréés à l'étranger, comme Business France Suède, dont fait partie Sandrine. Mais vous avez vraiment accès à beaucoup de services, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe, soit nos collègues en CCI qui sont à votre proximité, soit votre nouveau chargé d'affaires, donc David Dutertre. Là, pardon, il n'y a pas encore sa photo sur le petit trombi là, mais David est vraiment à votre service pour répondre à vos interrogations. Je vais m'attarder sur Suppliers from Bretagne. Je ne sais pas si vous connaissez cette e-vitrine. Elle est réservée aux adhérents de BCI. Je vous invite vraiment à jeter un œil, voir à quoi ça ressemble. Cette e-vitrine, il y a plus de 400 entreprises bretonnes aujourd'hui adhérentes de BCI qui y sont référencées. C'est vraiment un outil efficace qui a fait ses preuves. La cible de cette e-vitrine, ce sont les acheteurs étrangers, les investisseurs étrangers, vraiment les gens qui peuvent vous acheter vos solutions, vos produits et avec qui vous pouvez créer des partenariats. Donc, je vous invite à y jeter un œil si vous n'y êtes pas déjà présent. Revenez vers moi si vous avez des questions pour savoir comment faire pour y être référencé. C'est très facile et on vous répondra avec Olga, ma collègue qui s'occupe de la plateforme. On reviendra vers vous pour tout vous expliquer. Dernier petit focus que je vais faire avant que l'on rentre directement dans le vif du sujet, c'est l'Open de l'International. J'espère que vous avez noté dans votre agenda le lundi 1er juillet. La 12e édition de l'Open de l'International se fera à Rennes, au Couvent des Jacobins. L'inscription est gratuite pour toute entreprise bretonne. Là, il n'y a pas de notion d'adhérent ou non adhérent. On va renouveler
notre directoire cette année, donc c'est vraiment important que vous soyez présents. On a l'habitude de dire que, l'Open de l'international, c'est pour vous l'occasion de faire le tour du monde en une journée. Je pense que c'est vrai. Vous aurez l'opportunité de rencontrer beaucoup, beaucoup de prestataires agréés à l'étranger du réseau de BCI qui viennent faire le déplacement, qui viennent à votre rencontre à l'occasion de l'Open. Donc vous pouvez solliciter des rendez-vous B2B avec eux, mais aussi avec d'autres entreprises bretonnes et avec des partenaires à l'international qui sont à votre disposition en Bretagne pour votre déploiement à l'international. L'Open, c'est aussi beaucoup d'ateliers, de tables rondes, de rétex, de retours d'expérience auxquels vous pouvez vous inscrire. Et puis, il y a aussi un village partenaire, une sorte de mini-salon dans lequel vous pouvez retrouver, donc encore une fois, toutes les organisations, les organismes qui peuvent vous aider dans votre développement à l'international. L'inscription est gratuite, mais obligatoire en ligne. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage vraiment à vous inscrire à l'Open de l'international qui aura donc lieu le lundi 1er juillet à Rennes. Sandrine, je vais te laisser la parole et puis on va donc parler cybersécurité en zone nordique. Merci pour votre attention et puis bienvenue Sandrine et merci encore pour ton travail et ton intervention. Merci beaucoup Karen, merci pour ton intervention et ton introduction. Bonjour à tous, enchantée. Et donc oui, donc aujourd'hui la zone nordique, donc j'ai juste peut-être faire une petite introduction en complément de ce qu'a dit Karen. Donc je suis effectivement basée dans les bureaux de Business France à Stockholm, donc depuis en Suède depuis 6 ans et suivant les sujets tech et dont la cyber depuis 2 ans en fait. Voilà. Voilà et donc pour commencer, donc j'ai jugé utile de faire un petit rappel sur les chiffres pour un petit peu, redonner une idée de grandeur des pays nordiques par rapport à d'autres marchés que vous pouvez couvrir à l'international. Donc la zone nordique, ce sont 28 millions d'habitants, 28 millions de consommateurs potentiels avec un PIB qui est, supérieur à un tiers par rapport à la France. Donc en cumulé, c'est, la 6e, économie, la plus importante, de l'Union européenne. Et donc ce sont des marchés en plus qui sont près de la France, donc facile d'accès et donc des pays qui sont très ouverts aux solutions innovantes, aux solutions digitales, mais aussi donc on va dire, très accessibles car tout le monde parle anglais, bien naturellement et donc comment dire? La caractéristique des acheteurs nordiques, donc c'est qu'ils sont peut-être certes, ils mettent du temps un petit peu à se décider à négocier, mais ce sont des acheteurs fidèles. Donc une fois qu'ils ont fait le choix d'une solution, en fait, vous pouvez être garanti que vous allez avoir donc une relation de longue durée donc avec vos partenaires sur ces pays-là. Et donc ils font partie des top 10 généralement donc dans le doing business. Donc les destinations effectivement sur lesquelles il faut avoir en tête à l'export et qui sont donc faciles d'accès car elles ne sont pas loin. Voilà, donc on peut passer sur l'autre slide. Donc en ce qui concerne plus particulièrement la cyber, donc c'est un marché cumulé de 2,5 millions d'euros. Un marché dynamique, donc certes, j'ai envie de dire le contexte, de la guerre en Ukraine, donc il est certes le même pour tous les pays du monde. Mais la particularité en fait, pourquoi les Nordiques, c'est parce que, ces pays-là en fait sont très digitalisés depuis les années 90 et donc très ouverts et aussi, dans les mentalités des pays qui ont l'habitude d'être très transparents. Donc en fait, tout ce qui est la gestion des données généralement était très accessible, donc que ce soit la donnée des particuliers, mais aussi la donnée des entreprises qui pourraient être facilement consultées, disons, par d'autres professionnels, parce que c'est effectivement ça fait partie un petit peu des libertés d'expression et tout ce qui est, le partage des données. Et donc de ce fait, ce sont des pays qui n'ont pas investi, de manière peut-être suffisamment importante en termes de cyber et avec le contexte du conflit en Ukraine, en fait, il y a eu, une grosse augmentée, des cyberattaques et donc tous les secteurs à peu près sont concernés. Donc ces pays sont très exposés et donc même s'ils sont en train d'investir et de rattraper leur retard, il reste encore en fait beaucoup d'opportunités et donc on constate, naturellement avec tout ça, bah, les budgets, cyber donc sont en hausse, à la fois au niveau des autorités publiques, mais aussi au niveau des entreprises, quelles qu'elles soient. Donc il y a une augmentation pour 2024, mais qui va perdurer, sans doute, sur, au moins jusque 2028 et donc les populations les plus vulnérables, on va dire, ce sont les institutions publiques bien naturellement, mais aussi tout ce qui est les petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas fait l'effort autant que les grands groupes de s'équiper.
Et après, donc, il y a aussi le contexte, bien naturellement, de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, donc qui s'est fait au printemps de cette année. Et donc, il y a, comment dire, certes, ces deux pays-là ont adhéré à l'OTAN, mais il y a quand même toujours une recrudescence des attaques, notamment bon, de Russie, mais pas uniquement, des attaques cyber. Et donc, c'est vrai que malgré l'adhésion à l'OTAN, donc il y a un fort besoin de rattraper le retard et de se protéger en termes de cyberattaques. Et donc après, dans la zone nordique, donc si vous vous posez la question effectivement de quel marché est le plus important ou le plus pertinent, on va dire déjà, de facto, la Suède étant le pays le plus gros de la zone avec 10 millions d'habitants, c'est aussi le marché qui a le budget et comment dire, le chiffre d'affaires en cybersécurité qui est le plus important de la zone puisqu'il cumule 52 donc comme vous le voyez avec 1,2 milliard de dollars, pardon. Et ensuite, donc, il est suivi de très près de la Norvège et donc après, donc, dans une moindre mesure, un petit peu, donc la Finlande et le Danemark. Et donc là, donc, je vous ai également mis un petit peu le ranking. Donc, les pays nordiques, certes, essayent de rattraper leur retard en termes d'indices de cybersécurité. Donc, ils remontent dans le ranking, donc ils sont pas très loin de la France, mais c'est pas le cas de la Norvège. Donc, effectivement, j'ai bien noté, Jürgen, que vous avez des commandes en Norvège. Et c'est vrai que la Norvège est peut-être dans la zone le pays qui investit un petit peu le moins par rapport aux autres, donc qui a un peu plus de retard à rattraper et qui est aussi très exposé par rapport un petit peu à la nature de son économie. Et donc en termes de tendance, donc là je vous ai mis des articles de presse. En fait, il ne passe pas une journée dans laquelle en fait on entend rapporter par la presse des cyberattaques, que ça soit donc dans des grands groupes ou vous avez aussi le cas des institutions, soit l'office du Premier ministre ou tout ce qui est infrastructure, les hôpitaux. Et donc ça c'est juste un exemple, mais il y a vraiment une déferlante d'attaques. Et donc, les tendances, certes, donc tout ce qui est phishing, ransomware et des attaques de spam et cyberespionnage et autres. En fait, ce qu'il faut aussi noter, donc c'est le deepfake aussi qui augmente beaucoup en termes d'attaques et tout ce qui est aussi les attaques en utilisant l'AI générative. Et donc, on constate effectivement que maintenant, tant le côté criminel ou peut-être. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Ah, merci. Oui, donc ces attaques, en fait, elles sont de plus en plus sophistiquées et donc elles requièrent en fait de plus en plus d'investissements effectivement pour aligner, on va dire, les besoins des entreprises pour contrer ces attaques-là. Et donc les principaux acteurs, donc vous avez à la fois des acteurs du secteur public. Donc ce qu'il faut savoir donc par rapport aux différents centres de cyber ou instituts cyber nationaux dans les pays nordiques, en fait, ce sont des centres qui se sont constitués relativement récemment. Donc si on compare par rapport à la France, là en Suède par exemple, le centre de cybersécurité s'est constitué il y a à peu près 2 ans. On a à peu près la même chose aussi pour la Norvège et le Danemark. Donc c'est vrai qu'on constate, c'est là où on constate vraiment le retard accumulé en termes de cyber, puisqu'il n'y avait même pas de structure nationale pour avoir une stratégie nationale organisée, que ce soit pour la partie cyber, on va dire civile, mais aussi la partie cyberdéfense. Et donc, ces instituts, maintenant qui sont constitués, sont aussi des bons contacts, des bonnes plateformes pour commencer à un petit peu aborder ces marchés, puisqu'elles ont aussi des besoins, elles, à leur niveau, et elles font le relais avec les différentes institutions. Donc, ils sont à la fois dans les différents pays. Donc, il y a la partie défense avec le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, mais aussi naturellement tout ce qui est affaires étrangères, parce qu'il y a un volet un petit peu de collaboration avec les pays étrangers. Et puis après, ils rapportent directement au gouvernement. Donc c'est vraiment des sujets qui sont devenus prioritaires et qui remontent même jusqu'au niveau donc des premiers ministres. Et aussi, il y a des centres de recherche qui généralement sont aussi une très bonne porte pour entrer sur ces marchés-là, puisqu'elles ont souvent, en fait, elles mènent des projets publics-privés et en partenariat avec souvent les grands acteurs privés, donc qui sont nordiques. Donc dans tous les pays, en fait, il y a différents types de projets cyber et elles peuvent, selon
la nature de l'offre que vous pouvez avoir, elles peuvent embarquer en fait des sociétés étrangères dans ces projets-là, et ça peut être une bonne manière déjà d'aborder les pays pour entrer déjà au niveau des publics, mais aussi au niveau des entreprises privées. Et donc au niveau du secteur privé, il y a certes déjà des acteurs qui sont déjà présents. Donc il y a des acteurs américains que vous rencontrez sans doute un peu partout ailleurs. Donc je ne vais pas les citer parce que je pense qu'ils vous sont tous connus. Mais donc après, il y a aussi des gros acteurs locaux qui est bon de connaître parce qu'il y a TrueSec par exemple en Suède, mais aussi Combitech. Combitech qui est une filiale de SAB. Donc SAB en Suède, c'est un petit peu l'équivalent de Dassault en France. Donc ils ont une filière cyber, et donc après vous avez d'autres sociétés aussi qui sont Nixu ou Bittium en Finlande. Donc il y a des acteurs déjà qui peuvent être ouverts à des partenariats, mais qui peuvent sur certaines verticales aussi être des concurrents, donc ils vont avoir en tête. Et après, donc il y a aussi des associations professionnelles avec lesquelles on a de très bons contacts, qui sont parfois mobilisées même pour InCyber en fait, tous les ans, fin du mois de mars. Donc on fait venir une délégation de Nordiques à ce salon-là, donc parce qu'on a de très bonnes entrées. Et après, dans des cabinets intégrateurs aussi qui sont des bons tremplins pour éviter en fait pour un petit peu accélérer la pénétration du marché nordique plutôt que de contacter tous les clients un par un. Vous pouvez passer par des cabinets qui ont une verticale cyber. Donc Tieto Evry, qui est un cabinet très connu, qui est finlandais mais présent sur toute la zone nordique. Donc Combitech, comme je mentionnais tout à l'heure, qui est de SAB mais qui couvre aussi donc au-delà de la Suède, les autres pays nordiques. Et puis après, donc il y a les grands noms, KPMG, Deloitte et Ernst Young qui ont aussi aussi Capgemini, que je n'ai pas cité, mais qui ont aussi un volet un peu cyber et qui peuvent vous embarquer éventuellement dans leur offre et prescrire vos solutions auprès de leurs clients dans les Nordiques. Tout marche par appel d'offres, je suppose, en tant qu'entreprise étrangère. Est-ce que c'est réellement facile d'être intégré dans ces projets-là via des structures locales ou pas, d'ailleurs? Est-ce qu'il est préférable, voire indispensable, d'avoir une entité juridique locale? Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur le Bien process sûr. en fait? Alors en fait, oui, pour les entités qui sont publiques, bien naturellement, il y a des appels d'offres. Donc les appels d'offres, ils sont, on va dire, ils sont assez quand même assez ouverts, mais effectivement, ça peut être plus simple de passer par un acteur local. Parce que comment dire, il y a quand même, le monde du contact est quand même, aide beaucoup. Et puis en fait, pour traiter avec des institutions publiques, étant donné que maintenant le contexte législatif s'est un petit peu durci depuis le début d'année puisqu'il y a une rehausse un petit peu des exigences qui sont faites par rapport aux partenaires, notamment dans la cyber, avec des entités qui couvrent les infrastructures critiques, donc tout ce qui est énergie par exemple, télécom. Il faut fournir quand même un certain nombre de documents pour pouvoir être référencé auprès de ces sociétés-là, au-delà de gagner l'appel d'offres. Donc, c'est des processus qui peuvent être assez longs. Donc, c'est vrai que ça peut être bien de passer par un partenaire. Après, la partie implantation, elle n'est pas indispensable dans un premier temps, parce que je dirais que c'est toute implantation, ça a quand même, même si dans les Nordiques, les implantations sont plus rapides et plus simples qu'en France, c'est des processus, à mon avis, qui sont justifiés s'il y a vraiment un gros niveau d'affaires, un gros courant d'affaires. Parce que pour quelques petits marchés, il est possible de commencer via des partenaires, et après, s'il y a un réseau suffisant, j'ai envie de dire, de clients ou vraiment des gros clients avec des montants qui justifient, il peut être bon effectivement de s'implanter. Mais donc ça, je préconise plutôt dans un second temps. Mais après, là où ça peut être plus simple, parce que donc étant donné que les appels d'offres concernent surtout les entités à caractère public ou les infrastructures critiques, il est possible quand même d'attaquer de front et en direct les grandes entreprises privées qui sont donc hors infrastructure publique, qui sont ouvertes à travailler avec tout type de partenaires. Donc là, il n'y a pas de difficulté, c'est assez simple d'aborder ce marché-là. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces acteurs-là, publics et privés, peut-être, avant que l'on passe au point suivant? N'hésitez pas, hein. On continue? Ok,
Et donc, oui, en termes de perspective, donc comme je le disais un petit peu en introduction, on constate que depuis 1 an et demi, les budgets donc, tant, des publics, mais des privés sont à la hausse sur le volet cyber. Et donc, là, comme vous le voyez donc sur les prévisions, sur la zone, on anticipe une augmentation des budgets de 74 jusque 2028. Donc rien que pour donner un petit peu peut-être un ordre de grandeur, donc côté public, donc au niveau des 4 pays nordiques, il y a une augmentation des budgets cyber, qui peuvent aller entre, 30 millions d'euros jusqu'à au moins 130 millions d'euros. Donc après certes, c'est des budgets, bon, qui ne sont pas comparables à la France parce qu'on est sur des marchés qui sont plus petits, mais par rapport à ce qui a été consacré jusqu'à maintenant à la cybersécurité, ce sont quand même des montants qui sont relativement importants. Et donc là, je pense qu'effectivement, c'est un bon moment parce qu'il y a une bonne dynamique, alors que comparé il y a encore 2-3 ans, les privés avaient du mal à rentrer parce que les budgets étaient vraiment, enfin la cybersécurité, c'était vraiment le dernier poste d'investissement, ou même la sécurité informatique, le dernier poste, à avoir, des hausses de budget. Donc il n'y avait pas eu de budget consacré vraiment à la taille des enjeux. Et là, on constate que là, c'est vraiment devenu une priorité à tous les niveaux au sein des entreprises et des institutions publiques. Ah, il y a la slide juste avant, je crois. Voilà, celle-là. Désolée, j'ai ma souris qui me lâche. Pas de souci. Donc en fait, les opportunités dans les secteurs, elles varient, j'ai envie de dire déjà, par rapport au pays et au secteur d'économie, mais globalement, on peut dire qu'elles couvrent suffisamment, tout type de secteur. On va dire là, par exemple, la caractéristique un petit peu commune aux 4 pays nordiques, donc c'est surtout il y a beaucoup d'investissements dans tout ce qui est militaire, donc on est un petit peu à la frontière avec plutôt de la cyberdéfense. Les transports aussi qui sont très vulnérables, donc il y a tout ce qui est les autorités de gestion des infrastructures, en fait, elles sont souvent ciblées, d'attaques cyber, et donc là, elles augmentent aussi leur budget. Heu, Idem pour les 4 pays, les data centers, parce qu'on est, en fait, dans les Nordiques, il y a un potentiel, enfin, on va dire, il y a des conditions, très favorables pour accueillir les data centers puisqu'il y a, en fait, les budgets consacrés en termes d'énergie pour le refroidissement et autres, contexte climatique et fiscal est très favorable. Donc on a beaucoup de data centers et tout ce qui est en fait de réseau, aussi qui vient côté, Atlantique, donc avec, les câbles internet. Et c'est vrai que c'est aussi un secteur qui est très visé, de tous les côtés. Donc là aussi, il y a des investissements dans les 4 pays. Idem pour l'énergie. Et après, donc la différence un petit peu, là où elle va se faire, c'est, par exemple, la Norvège, on va être surtout sur tout ce qui est aquaculture, éolienne, et puis tout ce qui est les sites, oil and gas, parce que donc, l'économie norvégienne est naturellement portée sur ces secteurs-là. Après, par exemple, pour le Danemark, on va être plus sur tout ce qui est les éoliennes aussi, éoliennes offshore, mais aussi, on va dire, tout ce qui est le secteur de la logistique, parce qu'ils ont un secteur de la logistique très développé. Aussi industrie, ils sont très forts en pharma, donc c'est aussi des secteurs qui sont exposés, tout ce qui est secteur de la santé. Après la Suède, on est plutôt, on va dire, sur, tout ce qui est, transport, mais la partie privée du transport, en fait, il y a un fort secteur automobile avec les différents sous-traitants en Suède. Donc ils sont aussi, exposés, aux cyberattaques puisque maintenant on a beaucoup de véhicules, qui intègrent beaucoup de données embarquées, tout ce qui est la partie, de solutions de transport autonome. Aussi tout ce qui est retail et e-commerce parce que donc, on constate qu'il y a beaucoup de sites de sites e-commerce qui sont piratés. Et les Suédois achètent beaucoup en ligne, en fait, plus qu'on peut le faire en France. Donc, là, c'est un secteur aussi qui a beaucoup de besoins en cybersécurité. Et puis donc la Finlande, on a un petit peu télécom, on a aussi tout ce qui est énergie, parce qu'ils ont un fort secteur énergétique aussi. Côté industriel également, donc ils ont aussi un petit peu d'automobile. Et donc oui, donc pour enfin il y a vraiment des opportunités qui sont assez diversifiées. Donc en fonction, vous, des secteurs que vous adressez, en fait, on pourra être en mesure de vous indiquer, par exemple, parmi ces 4 marchés, lequel est plus porteur selon vos secteurs d'application. Et après peut-être aussi ce que je n'ai pas cité, mais ça me fait rappeler un échange que j'avais eu avec Amélie l'année dernière, c'est tout ce qui est le secteur aussi de la navale. Nous, on a des très bons contacts avec, on va dire avec les forces armées, la diversion cyberdéfense, mais aussi tout ce qui est aspect naval et autres. Et ils sont en fait,
c'est des marchés là, enfin des verticales et des institutions qui sont vraiment en train de s'équiper. Donc, si effectivement vous adressez tout ce qui est le secteur du naval, le secteur aussi des armées, des forces armées, cyberdéfense, là aussi on a de très beaux contacts et c'est également une période assez propice puisqu'ils sont en train d'investir. Et donc en termes de besoins, donc les besoins ils sont relativement variés parce que donc, vous allez avoir à la fois des gros besoins en termes de formation, donc pour tout ce qui est, formation, parce que comme on le dit en France, j'imagine aussi, le 1er maillon faible de la chaîne au niveau des entreprises et des institutions, ce sont les employés en fait, qui ne sont pas forcément, au fait de toutes les mesures un petit peu de cybersécurité qu'il convient de mettre en pratique. Donc, si vous êtes, dispenseur effectivement de formation, que ce soit pour les privés ou les publics, là, il y a un fort potentiel. Après, il y a tout ce qui est l'amélioration de la sécurité des réseaux, des systèmes, des produits. Donc, ça, comme je le disais un petit peu il y a 5 minutes, donc tout ce qui est les gros câbles internet qui arrivent, dans les Nordiques. Enfin, il y a les data centers, donc, toute cette infrastructure là, elle doit être un petit peu plus, équipée parce qu'il y a encore eu, très récemment des attaques contre des centres de données avec des fuites de données qui sont très vulnérables, notamment des données santé. Donc là, il y a il y a de forts investissements à mener. Après, il y a tout ce qui est les investissements liés à la mise en application de la directive NIS2. Donc là aussi, les gens en fait, sont actuellement en train de passer des marchés là-dessus. Il y a un fort besoin aussi dans tout ce qui est les solutions AI, mais pas seulement AI, mais tout ce qui est, l'AI générative pour l'application à la cybersécurité, pour davantage être en mesure de détecter les attaques, mais aussi automatiser, la réponse aux attaques, l'analyse des modèles, donc automatiser pas mal d'actions qui permettent de gagner du temps, mais aussi de l'efficacité au niveau donc de la sécurité informatique. L'adhésion à l'OTAN aussi, où il y a beaucoup de marchés qui vont être passés. Donc là, en Finlande, ça a commencé déjà depuis le début de l'année. Mais là, donc actuellement, il y a aussi la Suède, où ils sont un petit peu en train de recenser tous les besoins qui vont être liés à cette adhésion, que ce soit infrastructure, cyberdéfense. Et après aussi, il y a aussi beaucoup de projets, qui convient aussi, de penser si vous vous positionnez là-dessus, les projets qui sont cofinancés par le Fonds européen de la défense. Parce que donc là-dessus aussi, on a un très bon partenariat en bilatéral, les 4 pays nordiques avec la France et donc on peut aussi, bien se positionner en tant que société française sur ces marchés-là. En termes d'offres françaises, donc on a déjà des acteurs qui sont positionnés sur la zone. Donc après, vous allez sans doute me dire on les retrouve souvent, enfin on retrouve souvent les plus gros, puisqu'il y a tout naturellement Thales, Airbus, et Orange qui sont là depuis plusieurs années. Donc ce sont ces sociétés-là généralement qui sont implantées via des rachats de sociétés locales. Et Orange Cyberdéfense, donc pas seulement même cyberdéfense, puisque maintenant ils adressent aussi l'AI et la partie cybersécurité. Je les retrouve en fait souvent à des événements cybersécurité ici dans les Nordiques. Après donc on a, Atos, Capgemini, mais aussi donc des sociétés qui sont un petit peu, de dimension plus PME. Devoteam, qui est une société de consulting qui adresse aussi, des grands comptes nordiques. Donc ils sont surtout basés en Suède, avec une implantation donc dans le sud, de la Suède et à Stockholm. Ils ont par exemple comme client, le groupe IKEA, donc pas seulement, mais donc ils ont de très bonnes entrées dans des grands groupes. Et une start-up, Yes We Hack, en fait, donc qui a pareil un savoir-faire dans tout ce qui est le hacking, on va dire, et d'éthique, qui est aussi quelque chose qui n'existe pas dans nos pays ou très peu. Et donc, en fait, ils ont déjà des clients en fait parmi les grands groupes, suédois notamment, puisqu'ils sont surtout là sur la Suède et depuis la Suède, ils couvrent les autres marchés nordiques. Et donc, ce que je voulais aussi dire, ce que j'ai oublié de mentionner sur la slide précédente, en termes aussi des besoins. Les besoins en cyber, on constate aussi que maintenant, il y a des besoins qui sont plus sur des solutions, des plateformes qui intègrent ou qui agrègent plusieurs solutions qu'un achat de solutions diverses. Parce qu'en fait, c'était un petit peu la mode, au cours des 2-3 dernières années de s'équiper de différentes solutions. Et il y a un gros problème un petit peu après,
de tout ce qui est interconnecté, un problème de compatibilité. Et donc là maintenant, l'idée c'est d'avoir des plateformes auxquelles on peut rattacher tout type de solutions. Et donc moins de solutions et plus de plateformes pour lesquelles on peut connecter des solutions ou effectivement étoffer l'offre qui est proposée. Et donc là, Des donc questions, excuse-moi, je te coupe oui, Sandrine, peut-être qu'il y a des questions non. avant qu'on arrive au point sur la pratique des affaires. Vous êtes sage, hein? Non, mais après je pense que c'est aussi très général. Après, il y a moyen d'aller un peu plus d'affiner dans les détails en fonction du projet de chaque entreprise et de son offre. Exactement, on se tient à votre disposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, après le webinaire pour une visio, si vous souhaitez creuser plus en détail certains sujets. Bah, écoute, je te laisse continuer, Sandrine. D'accord, mais de toute façon, Merci il beaucoup. reste plus, il reste plus grand-chose. Donc oui, la pratique des affaires, donc on va dire par rapport à la France, par exemple, donc ce sont des pays qui sont où la ponctualité est vraiment de mise. Donc en fait, j'ai envie de dire lors du premier rendez-vous, si on vous indique 9h, si le rendez-vous commence à 9h, pas 9h10. Donc en fait, les gens sont généralement arrivent en avance, 5 à 10 minutes en avance pour vraiment commencer à l'heure. Et donc j'ai envie de dire, si vous avez un premier contact avec une entreprise nordique, je pense que si vous voulez faire une bonne impression, c'est très important. Être pragmatique, être direct en fait. C'est vrai qu'on est sur des pays où il n'y a pas comment dire, de petites conversations, de détails anodins. C'est vraiment, il faut aller droit dans le but. Dire en quoi votre solution est innovante, pertinente pour la société avec laquelle vous avez le rendez-vous. Illustrer avec des business cases, ça c'est très important aussi, parce que ça leur permet effectivement de savoir si vous avez déjà une expérience pour des sociétés de taille similaire, de secteurs similaires, idéalement à l'étranger, c'est un plus, sur des pays par exemple de type États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne. L'anglais, ça c'est indispensable, et pas seulement l'anglais lors du rendez-vous, mais le site internet en anglais, les brochures en anglais. Ça c'est parce qu'on a le cas de sociétés qui voient le site en français en fait et nous disent d'entrée de jeu, je vois même pas en quoi j'ai besoin d'échanger avec ces sociétés, elle a pas son site en anglais. Donc c'est en fait rédhibitoire dès la consultation du site. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Enfin, j'imagine que vous êtes peut-être déjà à l'export, donc c'est peut-être des choses que vous êtes déjà adapté, mais je préfère quand même le redire. Être réactif, donc pareil, il faut répondre rapidement aux mails. Les délais de livraison, donc ici, c'est aussi très important. Les délais de paiement sont plus courts. Donc on est aussi sur des autres délais de paiement par rapport à la France. On est souvent plus sur du 30 jours ou moins de 30 jours. Les prix, après on n'est pas dans une culture de marchandage non plus. Donc en fait, si vous proposez le prix, ils s'attendent à ce que c'est le prix du marché. Donc en fait, c'est vraiment des gens qui font confiance. Donc il n'y a pas non plus c'est quand même pas c'est pas non plus mal vu de dire lors du premier rendez-vous à peu près le niveau de prix de vos solutions. Être transparent, ça aussi, ça c'est de mise parce que si par exemple vous avez déjà prospecté dans les Nordiques et que ça n'a pas marché et que vous retentez sans l'avoir forcément dit par une autre porte, en fait, on est sur des marchés qui sont quand même assez concentrés et assez petits. Et le monde de la cyber est très petit, donc en fait, vos interlocuteurs vont rapidement savoir si vous avez essayé de tenter de passer par une autre porte et que vous avez eu non, et que vous n'avez pas écouté, ça peut être un petit peu mal apprécié. Et donc après aussi, il faut être, c'est des marchés sur lesquels il faut être patient. Donc ça, c'est vrai que je l'ai mis en premier, donc là, je vous le dis en dernier, mais pour insister peut-être un peu plus dessus, puisque donc c'est des marchés où le processus de décision, on est sur des hiérarchies qui sont horizontales, donc pas verticales comme en France. Le CIO, on va dire, c'est le membre de l'équipe, un peu comme tout le monde, mais donc le CIO ne prend pas la décision tout seul. C'est vraiment un processus de décision collégiale parce que donc il y a vraiment une équipe en fait qui se constitue autour du projet et en fait, si tous les membres de l'équipe projet ne sont pas partants, le projet ne va pas se faire. Donc c'est pas le CEO qui va décider, mais c'est vraiment toute l'équipe. Et donc c'est pour ça va prendre plus de temps. Il y aura peut-être 1 call, 2 calls, 3 calls, histoire de se mettre d'accord, de bien présenter la solution, de faire une démo, peut-être de présenter après un business case ou de faire intervenir une référence. Mais après, une fois en fait qu'ils ont décidé, le projet va se faire. Au moins là-dessus, ils sont fidèles et respectent leurs engagements. Donc c'est vraiment, il faut vraiment de la patience et j'ai envie de dire
Une affaire se fait généralement, pas sous moins de 6 mois ou alors vraiment s'il faut avoir un besoin et vraiment avoir déjà toutes les informations, avoir la solution qui n'existe pas ailleurs, qui a des super business case, c'est possible, mais c'est des processus quand même assez longs, donc je préfère aussi vous le dire. Et donc oui, qui gagne dans les Nordiques, donc pour rebondir un petit peu sur les commentaires que je viens de faire, donc ça va être une société donc qui a, des solutions très innovantes puisqu'on est sur des marchés qui sont très réceptifs à l'innovation. C'est souvent des early adopters, mais early adopters, ça ne veut pas dire que si votre solution est innovante en France, elle va l'être forcément dans les Nordiques. Parce que, on peut avoir souvent, selon la solution, peut-être, 5 ou plusieurs années d'avance par rapport à la France. Donc, il faut bien valider déjà que votre solution, dès le départ, elle répond bien à un besoin existant et qu'elle est, vraiment innovante. Mais disons que si vous avez en plus de cela des références dans les États-Unis au niveau des États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, par exemple aussi, ça peut être pas mal, elles vont être réceptives parce que j'ai envie de dire, les Nordiques, étant donné que l'écosystème est plus petit, les grands groupes sont souvent les mêmes qui sont, on va dire, visés par d'autres prospecteurs, d'autres sociétés peut-être concurrentes à vos solutions. Et donc, les CIO ou les CISO qui sont contactés, donc, si elles voient, je ne sais pas, une énième start-up, mais qui n'a pas de référence et qui n'a pas, on va dire, une offre qui sort un peu du lot, ça va être difficile de percer. Il faut vraiment apporter, une plus-value, avoir vraiment, effectivement, de belles références. Donc l'anglais, je repasse pas là-dessus, et puis, forcément aussi après derrière, une fois que vous avez peut-être décroché l'intérêt et que vous avez, éventuellement décroché un projet, il faut aussi avoir la ressource derrière pour mener le projet, au niveau de l'équipe export. Parce que là, on a aussi le cas d'entreprises françaises qu'on accompagne et derrière qui n'ont peut-être pas de directeur commercial et en fait, les leads qu'on a identifiés, par exemple, ne sont pas suivis après et donc après, les contacts sont un peu perdus. Donc ça, ce serait vraiment dommage, donc il faut vraiment être structuré aussi, au niveau un petit peu de votre stratégie et de votre équipe, donc pour adresser ces marchés-là et d'être sûr après, d'avoir identifié une opportunité, de pouvoir rebondir et de maintenir le contact, la relation, de faire une démo, de se déplacer et d'être disponible. Et là donc je vous ai juste mis aussi un petit peu des actions qu'on envisage prochainement si vous privilégiez des approches un peu plus collectives. Donc on a prévu de faire en 2025 donc un événement autour de tout ce qui est surtout sécurité, défense, au niveau du Danemark. Mais donc il y aura forcément quelques sociétés aussi sur le volet cyber, donc ça va être pas exclusivement cyber, mais ça va inclure justement, cette partie-là qui pourrait être traitée. Donc ça peut être une opportunité quand même de participer à cet événement-là. On va faire aussi un business meetings data center. Donc là, data center, au sens large, parce qu'il y aura l'aspect effectivement sécurité, l'aspect sustainability, l'aspect aussi, de tout ce qui est innovation, solutions de refroidissement, et solutions techniques. Mais, la cyber, va quand même être quand même une grosse dominante. Donc, si vous visez plus la sécurité informatique et pas cyberdéfense, donc ça peut être un bon événement pour vous. Et après aussi ce qu'on fait chaque année, et donc j'ai envie de dire avec des variables un petit peu différentes des pays différents de la zone, on envoie une délégation de donneurs d'ordre nordiques, donc dans le cadre de, InCyber, donc anciennement le FIC. Et donc on a à chaque fois à peu près 5 à 8 donneurs d'ordre qui se déplacent, donc soit des donneurs d'ordre, publics, soit aussi, ben, des grands groupes qu'on fait se déplacer. Et donc généralement, là, il y en a encore qui y sont allés cette année et sont souvent très impressionnés par l'offre française qui ne connaissent pas assez. Et donc, là, on voit encore cette année sur le follow-up qu'on est en train de faire, en fait, les sociétés les sociétés françaises qui ont été rencontrées par les Nordiques, il y aura une suite pour certaines de ces sociétés parce qu'elles répondent vraiment à un besoin. Donc en fait, ça peut être aussi un autre moyen, si vous n'envisagez pas, on va dire à court terme de vous déplacer forcément sur place, fin avril 2025 ou donc en Suède ou Danemark ou alors, sur l'événement danois, Defense Security Days. Vous pouvez aussi participer l'année prochaine à InCyber et donc en fait, on peut dans le cadre de cet événement-là déjà vous indiquer, bah, les donneurs d'ordre nordiques qui participeront. Mais de manière générale, parce que là c'est un petit peu la dernière slide et en conclusion,
Donc au niveau des 4 pays, on a vraiment des très bons contacts donc qui sont au niveau donc des CIO, donc les Chief Information Officer, les CISO, donc Chief Information Security Officer, mais aussi tout ce qui est CTO, donc au niveau des grands groupes. Mais aussi, on a de très bons contacts au niveau des institutions publiques et via nos attachés militaires, on a aussi des contacts au niveau de la défense. Donc en fait, on peut facilement, essayer de prospecter même, à titre individuel pour vous, donc selon votre calendrier, votre budget. Au-delà de ces événements-là, on peut vous faire une prospection sur mesure puisqu'on a de très bonnes entrées en fait, sur ces marchés-là. Voilà et j'estime que j'ai beaucoup parlé donc si vous avez des questions, Il est heu, 16h46, tu es parfaite. voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Sandrine. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on clôture ce webinaire? Ou est-ce que certains d'entre vous peuvent déjà nous dire si vous souhaitez un entretien dans les prochains jours? Bon, c'était relativement complet. Alors, loin d'être exhaustif, hein, effectivement, on n'est pas rentré dans les détails de tout. On voulait vraiment s'attacher à vous faire un webinaire flash en 45 minutes et de dresser un panorama. Donc, voilà, je me répète, mais on est à votre entière disposition pour creuser certains sujets plus en détail. Oui, parce que je pense que selon vos solutions et les secteurs que vous adressez, on pourra vous dire à peu près, par exemple, quels sont les grands comptes pertinents, et puis aussi vous conseiller, sur la suite, donc les actions qu'on peut mener, qui soient donc soit collectives, soit en individuel, donc en Oui, parfaite, vous aider à qualifier collaboration vraiment avec, votre voilà, projet, oui. tout à fait. Et écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va se quitter pour cette fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. On reste à votre entière disposition. Merci beaucoup, Sandrine, Merci pour ton beaucoup. concours et pour l'apport Un grand merci à d'informations donc tous. à ce Merci webinaire. Et beaucoup. N'hésitez puis, pas si vous avez des questions. on vous proposera d'autres Merci beaucoup. rendez-vous cyber pour la prochaine fois. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, le 1er juillet, pour l'Open de l'International. À très bientôt. Au revoir. Merci Merci. à Au revoir. tous. Au Merci, revoir. au revoir.